On a deux associatifs du collectif Archives LGBTQI. Benjamin Soulet, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Thierry Bertrand. Vous êtes donc tous les deux membres de ce collectif Archives LGBTQI qui en fait milite pour créer des archives spécialement pour les communautés LGBTQI, c'est ça? Alors on milite pour la création d'un centre d'archives LGBTQI à Paris. Effectivement, des centres d'archives, il en existe dans énormément de grandes villes dans le monde, notamment à San Francisco, à Berlin ou d'autres. Et il n'y en a pas à Paris, ça n'existe pas aujourd'hui, alors que on a beaucoup d'associations, mais aussi beaucoup de personnes individuelles qui ont collecté énormément de choses, par exemple dans le cadre des marches comme aujourd'hui, que ce soit des documents, mais aussi des banderoles, des t-shirts, des affiches, plein de choses. Et on avait Jean-Luc Romero tout à l'heure, qui est adjoint à la maire de Paris, et qui nous disait que Paris c'était la ville où il y avait le plus de noms de rue avec des personnes de communauté LGBTQI dans le monde, donc forcément des archives ce serait extrêmement important et ça paraîtrait logique pour Paris. Ça serait extrêmement logique qu'on puisse proposer à la communauté un lieu qui accueillerait toutes les mémoires en fait, mais notre vision du centre c'est pas un centre d'archives fermé, nous justement on veut quelque chose de très ouvert, donc ouvert bien sûr aux étudiants, aux chercheurs qui veulent faire des travaux et pouvoir s'appuyer sur ces archives, mais aussi au grand public pour venir comprendre, connaître mieux notre histoire. Donc on voudrait que ça soit un centre d'archives, de documentation, mais aussi d'exposition et puis de débat, pour organiser aussi des événements pour encore une fois dialoguer entre les générations, partager les cultures et voilà, mieux nous connaître et mieux dialoguer tous ensemble, quoi. Alors Thierry Bertrand, je crois que ce collectif il est assez jeune, 2017, oui. Mais en tout cas c'est une idée qui couvait depuis un petit moment, et avec vraiment la volonté de créer cette archive. Oui, c'est un projet qui date d'une vingtaine d'années en fait, qui avait été lancé à un moment où Delanoë avait été élu maire de Paris. Et il avait à l'époque un militant très connu du milieu LGBT qui était Jean Le Bitou, à qui il avait confié la mission de réaliser ce centre d'archives. Pour diverses raisons, ça n'a pas abouti ce projet. Il y a eu une deuxième tentative qui a été faite avec Louis-Georges Tin une dizaine d'années plus tard. Mais sans, encore une fois, succès. Donc il a fallu que ce soit... On a maintenant ce troisième essai, on espère que c'est le bon, qui a démarré sur l'initiative d'Act Up après la projection du film 120 battements par minute, qui a vraiment redonné une dynamique à ce projet-là et refait émerger ce désir important d'archives qui aujourd'hui est manifesté par l'ensemble de la communauté pour essayer de enfin aboutir à la création de ce centre d'archives. Mais alors pourquoi ça a bloqué avant? Il y a eu des pressions politiques ou alors simplement des questions de budget où ça n'a pas été possible? Benjamin Soulier, pourquoi ça n'a pas eu lieu avant? Pourquoi il faut une troisième fois pousser le projet? Parce que ça se voit et vous êtes animé et vous avez envie de pousser ça parce que il y a déjà 20 ans on aurait dû voir ces archives voir le jour. Oui, après, je sais pas si on peut... Moi, j'étais pas là à l'époque, je sais pas si on peut trop revenir sur le passé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un beau mouvement. On est tous bénévoles, on est un collectif, on est une centaine de membres physiques, on a une vingtaine d'associations qui adhèrent, dont l'Inter-LGBT, le Centre LGBT notamment. Et voilà, là, il y a une belle dynamique. On est dans une période de dialogue avec la mairie de Paris, qui a abouti, grâce au gros travail des membres du collectif, en février à un vœu. Donc la mairie de Paris a voté le vœu pour la création du centre d'archives. Donc voilà, ça y est, on commence à rentrer dans le concret et on y croit. Donc cette troisième, elle devrait être la bonne. Maintenant, on a besoin du soutien de tout le monde et du coup là, on a lancé là en début de semaine une pétition justement pour le grand public, pour collecter un maximum de signatures. Là aussi, voilà, parce que ça nous aide après dans nos échanges avec les différents partenaires. Et on est on est à 8000 signatures, je crois, à date à peu près. Donc on a besoin encore que la communauté continue à se mobiliser pour montrer qu'ils sont derrière nous et qu'on a raison de se battre, quoi. Moi, j'ai une question toute simple, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important que justement il y ait ce centre d'archives qui soit consacré vraiment à la communauté LGBTQI? Parce que des centres d'archives classiques, il en existe déjà. Mais est-ce que c'est parce que voilà, dans les autres centres d'archives, cette communauté elle est un peu invisibilisée? Quelle est la raison pourquoi c'est important d'avoir ce centre? Vous avez prononcé le mot, c'est une invisibilisation effectivement, et souvent une méconnaissance. C'est-à-dire que même dans les archives institutionnelles, quand on parle d'archives en France, on pense très souvent à archives institutionnelles, les archives nationales, les archives départementales, les archives municipales, alors qu'il y a des fonds d'archives privés aussi qui existent. Mais dans ces archives-là, les personnels qui travaillent
archives, dont le métier est d'archiver, sont pas forcément des gens de la communauté LGBT, donc qui ne sont pas capables, qui n'arrivent pas à repérer systématiquement la pertinence ou l'adéquation entre le contenu de certaines archives et la thématique sur laquelle nous on veut travailler. Et tous les centres qui existent à l'étranger, que Benjamin a cité tout à l'heure, sont des centres qui sont gérés de manière autonome par la communauté LGBT parce qu'on est les experts de notre histoire, on est les experts de notre culture, ce qui est normal, ce qui est vrai pour toutes les minorités en vérité. Ouais, alors que les archives classiques n'ont pas cette expertise pour pouvoir archiver. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec elles. Hein. Ouais. Nous, on a déjà des contacts avec elles pour notamment former les personnels et partager des thésaurus d'indexation. On ne va pas rentrer dans un vocabulaire technique, mais des techniques de repérage aussi, enfin des méthodes de repérage. Excusez-moi, le masque n'arrête pas de tomber. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on porte tous le masque, tout le monde dans l'enceinte du parc, enfin de la place, la place de la Pointe à Pantin porte le masque. C'est les contraintes sanitaires, mais tout le monde respecte plutôt bien. Donc oui, un besoin d'expertise sur ces sujets-là. Vous parliez de la pétition, je donne le lien, hein, c'est sur le site change.org/archives-LGBTQI. Voilà, si ceux qui nous écoutent veulent aller signer cette pétition pour faire grimper jusqu'à... Donc là on est à 8000, faire grimper encore un peu plus haut. Ouais, on espère, 10 000 pour ce week-end alors. Elle a été lancée il y a 3 semaines, c'est ça ? Non, dimanche dernier. Dimanche dernier, oui, donc ça monte plutôt très très rapidement. Ouais, on est content. On espère, les 10 000 ce week-end alors. Moi j'ai une question toute simple, alors qu'on a un monsieur avec une clochette, vous pouvez peut-être l'entendre qui passe juste à côté. J'ai une question toute simple. Moi personnellement, je suis jamais allé dans des archives. À quoi ça sert en fait des archives dans la vie de tous les jours ? Est-ce que en tant que citoyen, on peut y aller pour trouver des informations ? Vous parliez d'avoir des archives assez ouvertes, hein, quelque chose de participatif. En quoi ça peut aider directement ? Un élément de réponse qu'on peut donner, c'est la fréquentation statistique des archives qui existent à San Francisco. Plus de 60% des publics qui y vont sont des publics qui sont en recherche de témoignages de vie personnelle, en particulier sous forme d'enregistrement, donc d'archives orales, parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi, mais une des spécificités de nos centres d'archives communautaires, c'est aussi de fabriquer de l'archive orale et de recueillir du témoignage de vie. Et plus de 60% des personnes qui vont dans ces centres d'archives sont là pour y retrouver quelque chose qui leur ressemble, une culture qui leur appartient, qu'on doit transmettre aussi et qui fait partie aussi de l'intégration, parce que évidemment quand vous êtes dans une minorité, il y a toujours cette marche à franchir, on va dire, pour pouvoir s'intégrer ou mieux s'intégrer au sein de la société. Et est-ce que ça peut aider aussi peut-être par exemple des personnes qui se semblent un peu mises à part, qui ne sont peut-être pas encore aidées et qui vont pouvoir retrouver des témoignages? Absolument, indubitablement, la question ne se pose même pas, effectivement, c'est évident et c'est comme ça que ça marche. Hein. À Berlin, ils ont exactement le même type de fréquentation et de statistiques où il y a vraiment tous les publics qui y vont, et même des publics qui ne sont pas du tout concernés LGBT, mais qui sont intéressés par cette culture particulière, enfin particulière, minoritaire, hein. Particulière, c'est déjà une expression particulière. Un peu, ouais. Non, mais en tout cas pour un public qui est moins visible, largement dans la société, en tout cas, mais parce que le but, en fait, parce que le côté archive, parce que peut-être pour les gens qui nous écoutent, peut y avoir un côté un peu rat de bibliothèque du côté archive, mais en fait c'est un enjeu qui est très important pour pouvoir documenter, pour pouvoir créer une mémoire de tous ces mouvements et avoir des pièces précises et pas seulement quelques bribes, que ce soit sur internet ou ce genre de choses. Ouais, l'idée c'est aussi de transmettre une culture, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dans cette communauté, dans cette minorité se développe, qui a, comme toutes les minorités, hein, sa culture propre, et cette transmission c'est un élément important de la mémoire et de la continuité, comme vous le dites, qui est complètement invisibilité. Puis on peut aussi là-dessus travailler sur des projets d'action éducative, par exemple, chose dont on n'a pas parlé, mais qui se fait dans tous les centres à l'étranger, où effectivement on accueille des classes. Donc ça permet aussi de partager avec tout le milieu scolaire, tout le milieu universitaire, une pédagogie qui est aussi une façon d'intégration au sein de la société. C'est aussi l'histoire d'un mouvement et donc, par exemple, cette marche des fiertés où on est, elle pourra être documentée, par exemple. Justement,
On a plusieurs membres du collectif là qui ce matin se sont baladés sur la place et qui ont réalisé des petites interviews de gens. Parce que pour rebondir sur ce que disait Thierry, effectivement, en attendant l'ouverture du futur centre, on a créé une chaîne de podcast qui s'appelle La Fièvre et que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, voilà, je ne savais pas si on pouvait les citer, donc oui, voilà. Non, si, on peut d'ailleurs écouter aussi Fréquence VJ on est partout aussi dessus. sur ces sites de podcast. Et donc du coup on a déjà une vingtaine d'épisodes là qui sont disponibles et là on a profité effectivement de cette marche pour créer de l'archive orale. Voilà, c'est des archives vivantes, c'est vraiment ce que disait Thierry. Donc ces podcasts c'est vraiment du témoignage, ce genre de choses. Ouais, on a plusieurs séries parce qu'on on a des thématiques et par exemple une des séries s'appelle Les Nuits Queer et c'est deux personnes queer qui parlent de leur expérience de la nuit à Paris avec des petites questions. Enfin voilà, on essaie aussi d'avoir des formats un peu originaux, des un peu tranches sympas. de vie pour pouvoir aussi comprendre le quotidien et puis aussi l'expérience qu'on peut avoir dans ces milieux. Tout à fait. On a donc avec ce projet d'archives, je rappelle, c'est le collectif Archives LGBTQI. Tout à fait. On le disait tout à l'heure, il y a des avancées quand même, c'est bien depuis 2017. Là vous venez d'avoir donc la promesse d'un local avant la fin de l'année 2021 et puis des fonds associés à ça. Tout à fait. Des archives ça coûte cher à faire tourner, à mettre en place. Et quel fonds vous espérez obtenir de la part de la mairie de Paris, j'imagine, du coup de la région aussi peut-être? Oui, voilà, en partenariat, effectivement, la mairie assez naturellement, la région. Allez-y. Pardon, la région avec qui on a pu déjà commencer à échanger et qui nous a fait part de marques de soutien. Maintenant, bon, avec le contexte actuel, c'est affiné. Et puis on vise à diversifier nos ressources. Donc, pourquoi pas déjà peut-être organiser des petits événements pour pouvoir collecter des fonds. Et puis, pourquoi pas des partenariats privés tant que ça se fait dans les bonnes conditions pour le collectif. Donc on n'est pas fermé à toute idée de partenariat pour nous aider à faire avancer le projet. Si on veut suivre votre actualité, vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine? Tout à fait. Sur Facebook, Twitter, Instagram, partout. Ouais. Donc collectif Archives LGBTQI, j'imagine. Donc voilà. Et je rappelle, donc pour signer la pétition qui a 8000, l'objectif 10 000 à la fin de ce week-end, c'est change.org. Ou plus. Ou plus encore. Change.org/archives LGBTQI. Donc merci à vous. Benjamin Tremblay et Thierry Bertrand, donc deux membres de l'association, et d'être venus, d'avoir pris le temps de parler de ce projet très sympathique et important aussi pour la communauté LGBTQI. Merci à vous deux. Merci beaucoup.